paysage de cultures céréalières et de plantes fourragères. C'est le plateau de Briey, à l'ouest de la Moselle et du fond de Causse. Surgie en plein champ, la mine de fer du Paradis, près d'Auboué, impose un paysage nouveau et insolite, avec ses cités ouvrières groupées autour des bâtiments du siège d'extraction. Les deux chevalements dominent de leurs 45 mètres l'ensemble des bâtiments. L'un assure la montée du minerai, l'autre la descente et la montée du personnel. À 200 mètres de profondeur, voici le paysage souterrain de la mine. 3 fois par jour a lieu la relève des mineurs. Les ouvriers, casqués, bottés, peuvent ici fumer car il n'y a pas de grisou et la ventilation est assurée par de puissantes souffleries. Un dédale de haute galerie numérotée se recoupe à angle droit. Les plus longues ont 7 km. Parfois, des portes mues électriquement en barrent l'accès pour éviter les trop gros appels d'air. Le sol est souvent boueux. L'ampleur des galeries, l'absence du soutènement de fer ou de bois, s'explique par la technique du boulonnage des voûtes. Des boulons à expansion, c'est-à-dire qui écartent 2 mâchoires d'acier quand on les visse, viennent presser latéralement la roche calcaire et en assurent la cohésion. C'est un jumbo électro-hydraulique, sorte de gros vilebrequin, qui perce les trous. On place en moyenne un boulon tous les mètres. La couche principale exploitée est la couche grise, épaisse de 6 mètres. C'est du calcaire riche en carbonate de fer. L'abattage ne se fait pas comme pour le charbon à la haveuse, mais par foudroiement à l'explosif, sur toute la hauteur verticale de la couche. On enfonce dans le calcaire de grandes mèches d'acier au tungstène. On place au fond des trous des cartouches d'oxygène liquide, munies d'une amorce électrique. Ces cartouches sont chargées directement au fond à partir de bouteilles de gaz liquéfié descendues avec précaution. Les risques d'accident sont réels et ces opérations interdisent toute flamme et toute étincelle. La mise à feu se fait par simple commande électrique. D'un seul tir, on peut abattre 130 ou 140 tonnes d'un calcaire qui contient en moyenne 32% de fer pur. Le foudroiement se fait bande par bande, c'est le dépilage. On laisse subsister de place en place quelques piliers de roche qui assurent le soutien naturel de la voûte. L'explosion abat de gros blocs, mais il faut purger le toit et les murs du chantier des morceaux de roche instables. Opération dangereuse qui requiert une grande attention. On procède ensuite au boulonnage de soutènement qui écarte tout danger. Puis entre en action la chargeuse Joy, curieux appareil de 10 mètres de long dont l'avant est muni de bras articulés. Les blocs, dirigés sur une bande de chargement, sont déversés à l'arrière, dans des camions. Le port du masque est obligatoire à cause de la poussière. Les camions bennes de 25 tonnes enlèvent le minerai et le déversent dans des wagons berlines, mus par des motrices électriques qui le transportent jusqu'à des silos souterrains appelés bures.
Depuis 1968, un système nouveau, le transporteur SECAM, est utilisé. C'est un train formé d'auget à 2 roues. Les augets sont reliés pour former une rame continue de 400 mètres de long. Le minerai ayant subi un premier concassage, des bennes ascenseurs de 12 tonnes, appelés skip, le remontent à la surface où il est entreposé dans des silos appelés accumulateurs. Les 8000 tonnes extraites journellement sont évacuées au fur et à mesure dans des wagons chargés par trémies et qui approvisionnent les hauts fourneaux. À 10 km de là, les hauts fourneaux de Jeuf s'étendent sur les rives de l'Orne. Un réseau de grosses canalisations y converge ou en partent convoyant oxygène, fioul, gaz. Au-dessus de cet ensemble, culminant à 35 mètres, les 2 hauts fourneaux, haute tour enveloppée de tuyauteries et de passerelles. Voici l'usine qui transforme le minerai en aggloméré. Puis le haut fourneau. Le va-et-vient incessant des funiculaires de chargement, les skips, signale l'activité du haut fourneau. L'usine d'agglomération transforme le carbonate de fer du minerai en oxyde, après concassage et traitement chimique à chaud. La teneur est portée à 40%. On y joint de vieilles ferrailles de récupération. Et du coke, charbon ayant perdu son gaz après avoir été chauffé. L'ensemble des matières premières est introduit en alternance par l'orifice supérieur, le gueulard. En dehors des périodes de chargement, le haut fourneau fonctionne hermétiquement clos. Des torrents d'eau refroidissent alors les parois extérieures. La base élargie, appelée étalage, reçoit entre autres de l'oxygène et du fioul venant de centrales extérieures. Le haut fourneau proprement dit est flanqué d'installations annexes. Ici à gauche, les épurateurs. À droite, les coupeurs, haute tour garnie intérieurement de briques réfractaires. Après mise à feu, le haut fourneau fonctionne en continu pendant 6 ou 7 ans. Son revêtement interne est également fait de briques réfractaires de 60 cm à 1 mètre d'épaisseur. En bas à gauche, sur le schéma, l'arrivée d'oxygène et du fioul. Les gaz résiduels montent de la tour vers les épurateurs qui les débarrassent de leur poussière. Ils sont ensuite injectés dans les coupeurs. Quand la température y atteint 1200 degrés, on arrête l'injection de gaz. On souffle alors de l'air. Réchauffé au passage, cet air est insufflé par des tuyères dans les étalages. La combustion du fioul, au contact de l'oxygène et de l'air chaud, accélère la liquéfaction des matières. Ces matières de plus en plus liquides descendent vers les étalages. Là, au niveau du lit de fusion, la température atteint 2000 degrés. Nous sommes en présence de fonte, qui est un composé de fer et de carbone. 8 fois par jour, un engin appelé canon perce le revêtement réfractaire d'un trou de 8 cm de diamètre environ. C'est par là que se fait la coulée. Un premier trou dans la partie supérieure de l'étalage servira à l'écoulement du laitier, constitué par les résidus fondus de roche. Le laitier, dirigé vers des cuves d'eau froide,
s'y précipite en grains. Il sera utilisé dans les cimenteries et aussi pour le revêtement des routes. Un deuxième trou est percé au-dessous du précédent. Par là s'écoule la fonte. La coulée se fait dans des rigoles réfractaires selon un débit variable. Une coulée représente environ 250 tonnes de fonte. Elle charrie parfois des scories qu'on enlève au passage. Huit hommes suffisent à assurer le fonctionnement du haut fourneau. C'est le même canon télécommandé qui rebouche les trous à l'aide de matières réfractaires. On recueille la fonte dans des wagons en forme de cigare et on l'expédie à l'aciérie voisine.